Le bilan s'alourdit à Kharkiv après des frappes russes sur des bâtiments résidentiels. En Russie, un dépôt de munitions a pris feu près de la frontière avec l'Ukraine. Des écoles ukrainiennes se préparent à accueillir des élèves. Les établissements équipés d'un abri anti-bombe pourront rouvrir le 1er septembre. Orages et tempêtes dévastateurs ces dernières heures en Europe. Plusieurs morts sont à déplorer en Corse, mais aussi en Autriche et en Italie. Portugal, Algérie, Russie, le nombre de feux de forêt relevés n'a jamais été aussi élevé dans le monde. Un point sur la situation dans notre journal. Le bilan s'alourdit à Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine après des bombardements russes sur des immeubles résidentiels. Ce jeudi, les secours ont extirpé des décombres 6 nouveaux corps après les 13 découverts la veille. Les frappes ont également fait des dizaines de blessés. La situation est terrible, dit le maire de la ville, Ihor Terekov. Il s'agit des plus grandes pertes que Kharkiv a subies depuis le début de la guerre. Je parle des gens, des pertes humaines et des blessés. Un jour de deuil est déclaré dans la ville de Kharkiv ce vendredi. L'armée russe affirme de son côté avoir visé une base temporaire de mercenaires étrangers, tuant 90 d'entre eux. Selon les autorités locales, un couple a également été tué et leur fille de 12 ans grièvement blessée dans un bombardement à Krasnograd, au sud de Kharkiv. Sur ces images, un incendie dans un dépôt de munitions en Russie, près de la frontière avec l'Ukraine. Il intervient quelques jours après des explosions dans une base militaire et un dépôt de munitions en Crimée, territoire annexé par Moscou. La Russie a par ailleurs annoncé le déploiement d'avions de guerre armés de missiles hypersoniques ultramodernes dans l'enclave de Kaliningrad, située entre la Pologne et la Lituanie, 2 pays membres de l'OTAN. Dans cette école ukrainienne au nord d'Odessa, on s'active. À la rentrée, l'établissement accueillera des élèves pour la première fois depuis le début de la guerre. Boucher les impacts de balles, remplacer les fenêtres, les traces du conflit sont effacées. Nous allons rénover les escaliers et peindre des flèches pointant vers le sous-sol. Le sous-sol, c'est là que se trouve l'abri anti-bombe. Seules les écoles équipées d'un abri sont autorisées à rouvrir. Au début de la guerre, 160 personnes avaient trouvé refuge ici. Avant l'accueil des écoliers, des travaux de rénovation doivent être effectués. Cette pièce est plus ou moins finie. Nous sommes en plein travaux. On doit refaire le câblage électrique. On va mettre des bancs ici. On va aussi accrocher un tableau blanc et un écran de télévision. Les parents auront le choix. Envoyer leurs enfants à l'école ou poursuivre l'enseignement à distance. La rentrée des classes aura lieu le 1er septembre. Vagues de chaleur, incendies et désormais orages et tempêtes. Les phénomènes météorologiques extrêmes se succèdent en Europe. En Autriche, 2 fillettes ont été tuées par la chute d'un arbre près d'un lac dans le sud du pays. La tempête a fait 3 autres morts et une dizaine de blessés. En France, 2 nouveaux orages se sont abattus sur la Corse dans la nuit de jeudi à vendredi, après la mort un peu plus tôt de 5 personnes. Des rafales de vent ont atteint jusqu'à 224 km/h, déracinant des arbres, comme ici, au camping de Sagone, en Corse du Sud. Mathieu, il est sorti de sa toile. Là, il a senti la terre trembler de l'arbre qui se déracinait. Moi, j'étais conducteur. J'ai vu une poussière, j'ai vu l'arbre qui nous tombait dessus. J'ai dit, ça y est, on est mort. En Italie, une tempête a fait 2 morts et une 50aine de blessés en Toscane, dans le centre du pays, où des toitures ont été endommagées et des arbres déracinés. Des vents violents ont également balayé Venise et ses alentours. Les 2 régions ont déclaré l'état d'urgence. En Europe, mais pas seulement, les services de secours n'ont qu'un objectif, venir à bout des feux de forêt.
Après 2 jours de lutte, les pompiers sont parvenus à maîtriser le brasier en Algérie. Selon un bilan toujours provisoire, l'incendie a fait plus de 200 blessés et emporté au moins 38 personnes, dont plusieurs familles prises au piège dans cet autocar. 7 personnes sont mortes brûlées à l'intérieur de ce bus. La route était fermée. Regardez, il n'y avait pas d'échappatoire. Le feu a couvert toute la région. Parmi les victimes qui sont mortes à l'intérieur du bus, il y avait de jeunes enfants. Ils sont morts en se serrant les uns contre les autres. À des milliers de kilomètres en Russie, un épais nuage de fumée a recouvert la région voisine de Moscou. 800 hectares ont brûlé selon le gouvernement, 3300 selon l'association de protection de l'environnement Greenpeace. Le pays subit de plein fouet les conséquences des vagues de chaleur qui étouffent l'Europe depuis le début de l'été. En Espagne, la pluie et la baisse des températures ont offert un peu de répit aux pompiers et affaibli 2 incendies de taille dans la région de Valence au sud-est. Au total, en l'espace de quelques jours, 25 000 hectares ont pris feu et quelques 3 000 personnes ont dû être évacuées. De leur côté, les autorités portugaises ont déclaré ce jeudi qu'elles avaient maîtrisé un incendie de forêt qui, pendant près de 2 semaines, a ravagé un quart du parc national Serra da Estrela. Elles craignent toutefois une nouvelle vague de chaleur et une reprise de feu. En Sicile, enfin, c'est l'île de Pantelleria au sud du pays qui a été touchée. La trentaine de personnes ayant évacué par précaution a pu regagner son domicile. Le suspect de l'attaque contre Salman Rushdie a plaidé non coupable de tentative de meurtre et d'agression ce jeudi. Interrogé par le New York Post qui affirme l'avoir contacté en prison, Hadi Matar, américain d'origine libanaise de 24 ans, s'est pourtant dit surpris que l'écrivain britannique ait survécu à l'agression. Il a également accusé l'auteur des versets sataniques d'avoir attaqué l'islam et a déclaré avoir de l'estime pour l'ayatollah Khomeini qui avait lancé une fatwa contre Salman Rushdie en Iran en 1989. Accusé de fraude et d'évasion fiscale, l'ex-directeur financier de la Trump Organization a plaidé coupable. Alan Weisselberg, 75 ans, est un proche de Donald Trump depuis près de 50 ans. Il est accusé par la justice américaine d'avoir profité d'avantages en nature, un préjudice d'1,7 million de dollars de revenus non déclarés. Alan Weisselberg, qui avait dans un premier temps plaidé non coupable, a finalement conclu un accord avec la justice. Il devra témoigner lors du procès contre l'entreprise le 24 octobre prochain. Un crime d'État, voilà comment a été qualifiée par une commission d'enquête la disparition de 43 étudiants au Mexique en 2014. Selon un rapport préliminaire, des militaires et des policiers mexicains seraient impliqués avec un cartel dans l'exécution des étudiants de l'école d'Ayotzinapa qui voulaient se rendre à Mexico pour participer à une manifestation. Dans cette forêt du Bas-Rhin se tenait l'ancien camp nazi du Struthof-Natzweiler. Prisonniers de guerre, opposants politiques allemands et résistants, tous servaient de main-d'œuvre au Reich. Donc ici, on peut voir le granit rose qui a été exploité par les déportés à partir de 1941 jusqu'à 1943. Le Struthof était l'unique camp de travail implanté en France et le plus meurtrier parmi tous les autres du système nazi, hormis ceux d'extermination. Il a exploité quelques 52 000 déportés venus de toute l'Europe. Près de 22 000 n'en sont jamais revenus. La plupart sont morts de fatigue, de traitements inhumains ou de faim. D'autres ont été victimes d'expérimentations. Ces archéologues découvrent les détails de l'histoire de ce camp au fil de leurs fouilles. Les anciens déportés parlent très peu du travail qu'ils ont fait ici, de l'organisation de ce travail. Et donc c'est vrai qu'on est très démunis pour parler de cet endroit. On a peu d'éléments d'archives. On a juste maintenant, et grâce effectivement à ces travaux d'archéologie, des suppositions sur l'organisation, sur la façon de travailler. À terme, ils souhaitent installer un parcours de visite pour faire connaître au public le quotidien des déportés, mais aussi leurs activités pendant leur période de captivité.